Salam alaikum. Merci beaucoup, cher professeur. Je remercie infiniment mes chers professeurs pour leur présentation qui était vraiment très, très, très riche. Ils ont fait le tour de tout ce qu'on a comme arsenal au laboratoire pour la détection des infections et des maladies infectieuses. Je tiens à remercier l'association pour ce congrès et je remercie infiniment chacun de vous qui sont présents ici pour cette manifestation. Ben, vous savez tous qu'avec tout l'arsenal que vous avez vu avec mes chers professeurs pour le diagnostic des maladies infectieuses, mais on sait très bien qu'on vit maintenant dans un seul monde avec tous les déplacements des populations, une pathologie aujourd'hui en Europe pourra demain être ici en Afrique. Et aussi avec tout le réchauffement climatique, les changements climatiques, on pourra avoir d'autres pathologies et d'autres infections à déceler quand on n'a pas vraiment l'arsenal au laboratoire. Et pour combler ce vide, vient s'installer le séquençage et spécialement le séquençage à haut débit. Donc ma présentation sera sur l'aprosyndrome basée sur le séquençage à haut débit pour les maladies infectieuses et les maladies rares. Donc, c'est quoi le séquençage au premier temps? Le séquençage, c'est une technologie qui permet de déterminer l'ordre des nucléotides dans un génome en entier ou dans des régions spécifiques. Et avec l'arrivée du séquençage, ça a révolutionné toute la médecine et toute la donne. Ça permet d'analyser des millions de séquences d'ADN et avoir une vue générale sur ce qu'on a sur l'homme, que ce soit humain, agents pathogènes, plantes, quoi que ce soit. Donc, pour un peu résumer le tout, je sais tout ce que vous avez manipulé, surtout la PCR au temps réel, surtout avec la pandémie. Donc, concernant la qPCR, ben vous savez que pour la qPCR, on va identifier juste un petit fragment dans une petite séquence d'ADN qu'on a, et ce qu'on va quantifier, c'est un signal. C'est pas des nucléotides ou l'ordre de la séquence, mais juste le signal. Et après chaque cycle de PCR, donc ce signal-là, il va être quantifié. Et ce qu'on va mesurer, c'est le signal. C'est un signal. C'est pas vraiment de l'ADN ou une séquence. Pardon. Et concernant le séquençage, comme j'ai dit, c'est la détermination des ordres des nucléotides dans une séquence. Il y a deux techniques. Il y a l'ancienne technique, c'est le séquençage par la méthode de Sanger, mais cette technique-là, elle nous permet juste de séquencer un tout petit fragment. Et en 2005 vient s'installer le séquençage à haut débit ou le NGS, le Next Generation Sequencing ou le New Generation Sequencing. Cette technique-là, il nous a permis d'avoir vraiment une haute précision, une haute résolution et un séquençage de millions de fragments en un seul tube, et on peut coupler plusieurs échantillons par rapport, si on la compare avec l'ancienne méthode qui est le Sanger, qui nous permet juste de séquencer un tout petit fragment d'un seul patient ou d'un seul pathogène. Et pour un peu résumer le truc, le séquençage Sanger, ça a commencé en 1997 par le savant qui prend son nom, c'est Monsieur Sanger. Cette découverte, il lui a coûté en 1980 le prix Nobel. Cette technique-là, elle est basée sur l'incorporation d'un DDNTP. Donc, c'est un DNTP qui ne porte pas le groupement OH. Et donc, par la suite, quand ce DDNTP est incorporé dans une PCR, il va arrêter la PCR. Et donc, par la suite, on aura beaucoup de fragments. Et en 1994, cette technique-là, cette technique de Sanger était purement manuelle. Ben après le produit final du séquençage, ben il est collé sur un gel acrylamide et ils font et les DNTP, ils étaient marqués, et donc par la suite même le reporting des résultats se fait à la main. Il prenait une feuille, il commençait à écrire TAC jusqu'à ce qu'il écrit la séquence. Donc le séquençage était juste pour des petits fragments.
Après, cette technique-là, elle a été automatisée en séquençage par électrophorèse capillaire. Donc, ça aussi, ça a connu beaucoup de progrès parce qu'il y avait un seul capillaire, 4 capillaires, puis par la suite 16 capillaires où tu peux séquencer 16 échantillons en même temps. On dit 16 échantillons, donc 16 fragments. Et en 2005, il y avait la nouvelle génération qui est installée, qui permet de séquencer plusieurs fragments et plusieurs échantillons en une seule fois. Donc, le Singer, ça prenait beaucoup de temps pour en arriver, comme j'ai mis dans le précédent slide, un seul fragment. Par contre, la NGS, ça permet un temps minime, mais ça peut séquencer de nombreux échantillons dans un seul, avec des longueurs, avec des millions de fragments à la fois. Et pour un peu résumer la chronologie du séquençage, l'exemple concret, c'était le premier séquençage du premier génome humain. Il y avait deux études qui étaient faites, c'est deux projets en quelque sorte. Le premier avait commencé en 90 et le deuxième en 98 avec l'arrivée de, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'équipement, avec la technologie de Singer en automatique. Le premier, ça a pris 13 ans, le deuxième 5 ans. Le premier projet, ça a coûté 2700 millions de dollars et a fait intervenir plus de 2800 auteurs. Le deuxième, ça a coûté 100 millions de dollars et les auteurs étaient de 31 et ça a pris 5 ans. Mais avec l'arrivée du NGS, le coût a été diminué vers le 1,5 million. Ça a pris le premier projet de génome, de séquençage de génome, ça a pris 4 mois, alors que le deuxième, ça a pris quelques jours, donc aux alentours d'une semaine, et le prix, bien sûr, a été très minime. Et il faut savoir que le génome entier humain, c'est aux alentours de 3 milliards de paires de bases. Donc la chronologie a été comme ça. Donc en 2010, le séquençage humain a été très abordable, ce qui a conduit à de nouvelles découvertes dans la médecine personnalisée. Et en 2015, le séquençage NGS a été appliqué dans le diagnostic des maladies rares et des cancers. Et en 2020, le NGS a été très utilisé pour étudier l'évolution du Covid et voir les mutations du virus, ainsi que développer les vaccins et tout ça. Et aujourd'hui, le NGS continue d'évoluer avec des applications nouvelles dans tous les domaines, avec des coûts un peu abordables. Donc, et cette technique-là de séquençage, elle a été classée en 3 classes. La première génération, ça concernait le séquençage Singer, et la deuxième génération, c'est les premières arrivées des deux technologies Illumina qui étaient basées sur des DNTP marqués au fluorochrome, donc en incorporation de chaque DNTP, et les marqués par un fluorochrome très spécial. Donc le vert, c'est la thionine, le rouge, c'est l'adénine, et vice versa. Il y avait une deuxième technologie qui est la technologie de ion torrent, c'est la technologie de la compagnie, là maintenant Thermo Fisher, qui se base sur l'élimination d'un proton H+. Et pour différencier, normalement, chaque technique a son principe. Là, pour différencier entre les nucléotides, il n'injecte pas tous les nucléotides à la fois, il injecte juste les A. Donc, à chaque fois qu'on a un proton H libéré, il y a incorporation d'un nucléotide. Et le troisième type de séquençage, c'est le séquençage de 3e génération avec l'arrivée de PacBio et d'Oxford Nanopore, qui sont un peu spécialisés parce que la deuxième génération, le principe, il est juste pour les petits fragments allant de 150 paires de bases jusqu'à 200, donc ils fragmentent tout le génome qu'ils veulent séquencer en tout petits fragments. Et il y avait la lacune vraiment de séquencer les longs fragments. Et la 3e génération, elle est venue pour combler ce petit vide-là de l'analyse des longs fragments. C'est le nanopore et le single molecule real-time sequencing. Donc, beaucoup de domaines, cette technologie de séquençage a ouvert beaucoup de perspectives dans tous les domaines. Premièrement, dans le domaine de la médecine, ça permet le diagnostic des maladies infectieuses et des maladies génétiques. Ça permet aussi l'identification des mutations associées au cancer
et de développer des thérapies personnalisées. Dans le domaine de la recherche, ça permet d'étudier et d'identifier l'évolution des espèces, l'analyse des communautés microbiennes, surtout dans le domaine environnemental et le microbiome intestinal, comme professeur Sarah l'a décrit tout à l'heure, la compréhension de certains mécanismes moléculaires et pour développer de nouveaux traitements. Le NGS aussi est utilisé en environnemental. Ça permet d'étudier toutes les plantes, de faire des sélections des plantes résistantes soit aux maladies, soit aux insecticides, et parfois de développement des cultures qui sont plus nutritives. La quatrième partie où le NGS est utilisé, elle est très utilisée aussi en sciences forensiques. Ça permet l'identification du suspect. Et la grande histoire, c'était d'un Américain qui était un tueur en série et qui a vécu entre 1970 jusqu'à 1980. Et ce crime-là n'a été résolu qu'après 40 ans. Après l'arrivée du NGS, ils ont pu, en quelque sorte, comparer les traces d'ADN qui étaient trouvées dans les crimes, et ils ont pu remonter jusqu'à lui après 40 ans d'existence. Donc, si on reste sur notre thématique qui est la prosyndromique du NGS, utilisée dans plusieurs parties, elle est utilisée dans les maladies infectieuses pour l'identification rapide et précise de certains pathogènes. Et là, bien sûr, quand on a épuisé tout l'arsenal qu'on a au laboratoire, que ça c'est côté culture ou PCR au temps réel. Le NGS est utilisé en approche syndromique pour toutes les maladies, pour la détection de certaines mutations génétiques responsables des maladies rares où les symptômes peuvent être multiples et vagues. Et un diagnostic difficile à faire. Le NGS est utilisé dans la personnalisation des traitements, surtout pour l'adaptation de certains traitements, comme a été décrit pour les malades qui ont une résistance au niveau de l'antibiothérapie, et pour une efficacité maximale pour certains patients qui souffrent des cancers et pour personnalisation du traitement. Et en termes de prévention, le NGS, elle est utilisé aussi dans la détection des mutations génétiques reliées dans une population, certes, pour la détection de certaines prédispositions à certaines maladies. Concernant les maladies infectieuses, bien sûr, quand on a des symptômes non spécifiques ou des symptômes différents, et on a utilisé tout ce qu'on a comme arsenal au laboratoire, le séquençage nous permet de séquencer directement l'ADN ou l'ARN présent dans un échantillon, et bien sûr de identifier en même temps, simultanément, plusieurs pathogènes. Et bien sûr, cela est particulièrement utile dans les infections nosocomiales et chez les infections opportunistes, chez les immunodéprimés. Et ça nous permet aussi parfois d'identifier certains pathogènes qui ont ce potentiel épidémique ou pandémique, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a des pathologies qu'on n'a pas vraiment, par exemple au Maroc, mais ça peut être transporté du jour au lendemain, et on peut passer à côté de plusieurs pathologies qui ont les mêmes signes cliniques que d'autres. Et concernant le workflow de NGS, je vais donner un résumé concernant, premièrement, vous avez l'ADN, on fait une extraction d'ADN. Après l'extraction d'ADN, on va fragmenter cet ADN-là. Et parce qu'on va séquencer plusieurs échantillons dans un même tube, donc on doit toujours coller à ces fragments-là des barcodes qui vont être reliés à chaque patient, et des barcodes et des adaptateurs, parce que après le séquençage, on doit savoir vraiment qu'est-ce qu'on a séquencé. On va pas étudier tous les résultats qu'on a. Donc on doit toujours avoir des barcodes pour différencier entre les échantillons, entre les patients, et en même temps de cadrer notre séquence d'intérêt. Et après, on passe à la préparation des librairies qui nous permet d'avoir beaucoup de fragments, amplifier le fragment, et
et après le séquençage, on doit cloner ces fragments pour avoir plusieurs lectures, et c'est ça l'apport du NGS. On va pas avoir juste à la fin une seule lecture, mais on va avoir parfois des millions ou des milles de lectures pour vraiment être confiant sur notre résultat. Et le séquençage se fait il y a beaucoup de plateformes sur le marché. Là, il y a Illumina, le PacBio, l'Oxford, l'MGA, etc. Et à la fin, il y a toute l'analyse bioinformatique qui s'installe, qui est vraiment un vrai challenge pour cette technologie-là. Parce que le séquençage par la méthode de Sanger, on a des petits fragments, 2 ou 3 fragments, donc c'est facile à analyser. Par contre, le output, comme vous l'avez entendu hier, le output des machines NGS, c'est vraiment très grand à analyser. Différentes approches concernant le séquençage. Il y a ce qu'on appelle le whole genome sequencing. C'est quand on connaît le pathogène et on va séquencer tout le génome. Donc, j'ai préparé ici comme exemple le SARS-CoV. J'ai pris le SARS-CoV. Donc, la première approche, ça concerne à séquencer le whole genome avec tous les gènes sur l'agent pathogène. La deuxième approche, c'est le target sequencing. C'est qu'on va en quelque sorte cibler ce qu'on va séquencer. Par exemple, là, on va séquencer juste le gène S pour voir l'évolution du gène S au niveau du SARS-CoV. Et la troisième approche, c'est ce qu'on appelle la métagénomique. La métagénomique, c'est quand on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on a dans le prélèvement, qu'est-ce qu'on a comme pathogène, et on va faire une métagénomique. Ça veut dire qu'on va séquencer tout ce qu'on a dans le génome, et après on passera à l'analyse bioinformatique pour voir vraiment c'était quoi l'agent pathogène, la co-infection, et parfois même il y a intérêt, comme vous avez vu sur la présentation de professeur Sola, sur la quantification des pathogènes existants dans l'échantillon. Différentes technologies et différents principes. Là, j'ai pris, j'ai pas de conflit d'intérêt comme a dit le professeur hier, donc j'ai pris deux technologies qui sont très utilisées. C'est la technologie Illumina. La technologie Illumina, elle est basée sur l'incorporation, comme j'ai dit, des DNTP marqués par des fluorochromes. Donc, le T, c'est le vert, le C, c'est le bleu, et vice versa. Il y a la nouvelle technologie des nanopores. La technologie des nanopores utilise il y a un champ électrique. Il y a un port où on passe les séquences. On passe un simple brin. Et l'interruption de ce courant électrique, elle est spécifique pour chaque base. Chaque base, elle va interrompre ce champ électrique selon sa densité. Et par la suite, il y a cette conversion de ce signal électrique-là en base. Donc, il y a différents panels concernant le NGS. Si vous avez tout à l'heure concernant les PCR au temps réel, les multiplex, ça dépasse pas les 23 ou les 25 pathogènes. Il y a des pathogènes vraiment par exemple, ce panel-là est de 66 pathogènes. Celui-là, elle est plus de 200 pathogènes. Ça permet vraiment d'identifier les infections, les maladies infectieuses, soit d'origine, il y a les arbovirus, la dengue, il y a les hépatites A, B, C, E, les virus respiratoires, le MERS-CoV, le Merbourne, il y a même le monkeypox. Et certaines applications, comme j'ai dit tout à l'heure de NGS, ça permet de quantifier le microbiome qu'on a avec un pourcentage. Et ça, c'est très utilisé comme vous avez vu sur l'autre présentation, ça, surtout pour les immunodéprimés. Il y a certains gastrologues qui sont là pour dresser certains traitements. C'est en fonction de microbiome intestinal. Le NGS en infectiologie, en maladies infectieuses, est utilisé aussi pour les résistances aux antibiotiques. Ça permet de détecter plusieurs gènes de résistance. Et bien sûr, ça aide vers un traitement plus efficace et plus ciblé.
En maladie génétique, le NGS est très utilisé. Cette approche syndromique consiste à analyser les syndromes multicentriques ou atypiques qui peuvent être liés à des anomalies génétiques diverses. Et le séquençage de certains gènes facilite le diagnostic des maladies complexes. Et dans des situations critiques comme les maladies rares ou les syndromes inconnus, le NGS permet un diagnostic rapide et exhaustif. Et parfois, parce que il faut savoir d'abord que, comme j'ai dit tout à l'heure, le génome humain il est aux alentours de 3 milliards paires de bases. Les gènes ils sont aux alentours de 10 000 à 15 000 paires de bases. Mais parfois, si on ne trouve pas de l'information sur le gène, on peut aller vers le séquençage de l'exome. Et le génome humain en entier, il contient vers les 160 000 ou 180 000 exomes. Et les exomes, ils contiennent toutes les parties codantes vers les protéines fonctionnelles du corps. Et leur taille aussi, elle est de 20 à 30 millions. Donc parfois, il y a des panels vraiment pour des gènes qui sont relatifs à des maladies, neurologiques. Mais quand on n'a pas vraiment de l'information sur le gène, on peut aller vers les exemples. Mais là, parce que vraiment ça coûte un peu cher, donc il faudra vraiment. Là tout à l'heure, professeur Sola, vous avez parlé il faut toujours avoir cette relation clinicien biologique sur l'approche syndromique des malades et sur l'interprétation des résultats. Là, dans les maladies génétiques, il faut intégrer la consultation des généticiens parce qu'ils savent très bien ce qu'il y a dans les panels. Ils sont un peu spécialisés dans la donne. Donc, il y a des panneaux de gènes ciblés. Pour un enfant qui présente un retard de développement, une analyse du NGS peut explorer simultanément des centaines de gènes liés aux maladies neurologiques et métaboliques. Il y a des panels qui ont 118 gènes associés aux maladies neurodégénératives. Ici, c'est une liste de certaines prestations au niveau chez nous à l'INH, et ça concerne c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut toujours avoir une consultation avec des généticiens parce que parfois ça n'a pas d'intérêt vraiment d'aller séquencer tout un gène, parce que par exemple un gène de la dystrophie musculaire, c'est aux alentours de 2 millions de paires de bases. On va pas aller séquencer tous ces 2 millions de paires de bases alors que il y a des applications en séquençage qui peuvent permettre juste d'aller directement vers cette délétion ou cette mutation et de confirmer la maladie. Donc il y a différentes applications pour le séquençage. Ça permet de détecter les mucoviscidoses, les cancers du côlon, les infertilités masculines, la fièvre méditerranéenne, les thrombocytopénies et les syndromes myéloprolifératrices. Et il y a certains syndromes d'encéphalopathie ou d'épilepsie chez le nouveau-né. Et le séquençage vraiment, elle a un très recours ici dans ces pathologies-là. Le séquençage aussi a différentes approches. Soit on fait du gène d'expression d'analyse, soit on fait la recherche des cancers, les human identification, les pathologies héréditaires. Et il y a différents gènes qui sont reliés à certaines pathologies. Donc l'approche syndromique ici, elle est plus utilisée pour vraiment cibler ce qu'on va chercher. Donc les avantages du NGS, bien sûr, c'est la rapidité. Ça réduit le temps nécessaire pour poser un diagnostic dans des situations complexes et permet aussi l'analyse simultanée de nombreux pathogènes ou nombrogènes. La technologie permet la détection des mutations et des agents pathogènes rares ou inconnus qui ne seraient pas détectés par les méthodes traditionnelles. Et dans un autre cas, ça permet une personnalisation en identifiant non seulement la cause, mais aussi les variations génétiques associées à la réponse au traitement.
L'impact du NGS, bien sûr, le NGS a un grand impact sur le diagnostic précoce, que ce soit des maladies génétiques, des cancers ou des infections, ce qui peut améliorer, bien sûr, si la détection précoce peut améliorer les chances de guérison avec une intervention plus précoce. Même si dans certains cas de maladies génétiques, il n'y a pas de traitement, mais on note la délivrance des patients, surtout parce que les patients traînent parfois entre les médecins, entre les laboratoires, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Vraiment, quand on pose un diagnostic, la prise en charge précoce, elle est très utile pour ce cas-là. Donc, la précision du diagnostic, ça réduit le nombre de tests inutiles, bien sûr, et permet un diagnostic plus précis. Et ça permet une thérapie personnalisée en fonction du profil génétique de chaque patient. Et cela, bien sûr, peut conduire à des traitements plus efficaces et moins d'effets secondaires. Et il a un grand impact, bien sûr, sur la prévention du maladie, surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les maladies à potentiel épidémique ou épidémique. Bien sûr, on a parlé de l'intelligence artificielle hier. L'NGS, bien sûr, la plupart des applications surtout dans des applications un peu futures, ça se base sur l'intelligence artificielle. Ça peut identifier des mutations génétiques associées aux maladies et parfois prédire carrément la réponse des patients au traitement. Et la thérapie personnalisée, l'intelligence artificielle est très utilisée dans la thérapie personnalisée à chaque patient selon son profil génétique. Et en troisième partie, ça permet la prévention des maladies ou parfois même la prédisposition de certains profils génétiques des populations envers des maladies. Ça c'est un peu futur, mais pour les pays qui ont un peu de l'argent, ils commencent à avoir ce qu'on appelle les biobanks. Ils commencent à séquencer une partie de la population, avoir leur profil, étudier leur profil génétique et voir s'il y a une prédisposition aux maladies. C'est bon. Ils ont une large vue sur une grande partie de leur population. Bien sûr, chaque technologie a des défis. Le NGS, bien sûr, le coût, il est toujours c'est un peu coûteux. Mais ce qui est bien, ce qu'on voit, beaucoup de technologies qui sont dans le marché, beaucoup de compagnies qui développent certaines technologies, et cette concurrence-là, même ce que vous avez vu dans la première slide, le coût elle est toujours en diminution, ce qui va vraiment révolutionner un peu la donne. Donc l'analyse des données, bien sûr, le NGS génère des quantités massives de données, ce qui nécessite vraiment des analyses, vraiment du matériel pour stocker ces documents, pour les faire ramer, et bien sûr des gens qui savent dans cette matière-là, qui sont les bioinformaticiens. Bien sûr, l'enjeu toujours de la protection de la vie privée. C'est en relation avec l'éthique. Les données humaines sont toujours là pour. Ça doit toujours avoir on doit toujours avoir des lois qui garantissent la confidentialité de ces données. Et bien sûr, l'interprétation des résultats du NGS nécessite une grande expertise en génétique et en bioinformatique. Et j'ouvre un peu la fenêtre pour les gens qui veulent se convertir en quelque sorte en bioinformatique, surtout parce que hier on a parlé que l'intelligence artificielle elle est là, et il y aura beaucoup de tâches que le technicien de laboratoire ne pourra pas faire, mais avec le background de l'expertise que là, elle peut se convertir. Et bref, bien sûr, c'est un domaine en extension. C'est un profil qu'on n'a pas beaucoup ici nationalement. Vraiment, les universités, elles ont bougé dans ce sens-là pour faire des modules, des masters dans ce sens-là, parce que l'avenir, c'est le big data en quelque sorte. Donc, le traitement des données de séquençage, j'ai essayé un peu de le résumer. Donc, quand on aura des résultats du séquençage, bien sûr, ça dépend de la plateforme avec quoi on a séquencé. Il y a toujours un traitement primaire des données
ce qu'on appelle le filtering et le trimming. Le trimming, c'est qu'on va éliminer tout ce qui est barcode, tout ce qui est adaptateur de la technique. On va garder juste les séquences d'intérêt. Bien sûr, la qualité de ces séquences-là, on va pas tous les prendre et les analyser. On va faire des filtres sur la qualité de ces données-là. Après, il y a toujours une reconstitution du génome ou du gène, ce qu'on appelle le mapping, si on a vraiment une souche de référence ou un gène de référence pour en quelque sorte le mapper sur lui. Sinon, on fait du assemblage, ce qu'on appelle le assembly, pas à une source de référence, mais un assemblage automatique. Et là vient toujours après la détection des mutations, ce qu'on appelle le variant caller. Et en final, on aura ce qu'on appelle un consensus FASTA. Et bien sûr, ce que je veux résumer, c'est toute l'analyse bioinformatique. Là maintenant, c'est fait par des commandes. C'est fait par des commandes sur un système Linux. C'est pas des logiciels qu'on installe sur Windows et on peut vraiment travailler avec. Donc tout est avec Linux. Et ça me rappelle toujours une anecdote d'une amie. La première formation qu'on a fait en bioinformatique, tu lances un script et quand tu mets Enter, t'as les données qui défilent devant toi sur l'écran, sur un fond noir. Et elle m'a dit, là, je comprends que ce qu'on voit dans les films de science-fiction, d'espionnage, quand tu tapes un truc. C'est le même cas de l'analyse bioinformatique des données. Et bien sûr, vous avez vu que l'analyse bioinformatique et tout le séquençage NGS, c'est un peu très compliqué si on n'a pas vraiment des compétences qui vont le faire. Les compagnies, elles ont commencé à vulgariser le truc en rendant ces informations-là complexes, très accessibles au public. Promouvoir la compréhension, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les défis à affronter et encourager encore toujours le dialogue entre le scientifique, le clinicien, le patient et le public. Et en conclusion, le NGS a révolutionné bien sûr la recherche biologique et médicale. Bien sûr, elle a trouvé sa voie dans tous les domaines de A à Z. Et le défi à relever est crucial d'aborder les défis éthiques, bien sûr, et pratiques liés au NGS. Et je vous remercie de votre patience avec moi.